Alors, nous sommes ici à la maison du Potioc, sur la réserve du Potioka à Bidaraï, et qui donc a pour vocation d'essayer de conserver et protéger les derniers Potiocs primitifs originels noirs que l'on peut encore rencontrer et qui sont officiellement reconnus au Pays Basque Sud, donc côté espagnol. Aujourd'hui, côté nord, côté français, il n'en reste que 14, mais on espère que grâce aux actions qui sont entreprises ici, on pourra en avoir un petit peu plus dans les années à venir. Pour conserver ces chevaux le plus possible dans leur milieu naturel, on a donc constitué cette réserve qui s'étend donc de 300 mètres à 600 mètres d'altitude sur une ligne de crête avec toutes les orientations nord, sud, est, ouest et tous les types de végétation que ces chevaux peuvent rencontrer à l'extérieur. Donc il y a du bois, il y a de la forêt de feuillus, il y a de la lande, il y a aussi bien entendu de la graminée rase. Et donc les chevaux apprennent avec leur mère en troupeau à se déplacer sur cette montagne en fonction des conditions climatiques, en fonction par exemple du vent d'ouest et de la pluie, et en fonction aussi des ressources alimentaires, par exemple les glands et les châtaignes à l'automne. Donc c'est assez réduit au niveau de la surface, mais étant donné que c'est très varié avec donc toutes ces altitudes et toutes ces orientations, on peut dire que ces animaux sont dans des conditions quasi naturelles pour pouvoir les conserver au mieux. Donc autour de la maison du Potioc, cette réserve se trouve à Bidaraï, sur le mont Adaré, qui est un petit mont de 586 mètres d'altitude, faisant partie du massif du Baïgoura. Et c'est un des 4 massifs où l'on rencontre encore des Potiocs dans leur milieu naturel, à savoir la Rune, Artsamendi, Baïgoura et Ursouya. Donc pour l'instant, côté nord en tous les cas, ça fait partie de ces 4 massifs et donc on est en plein dans leur biotope originel. Alors ces chevaux donc, vivent dans des conditions quasi naturelles. On pourrait tout à fait les réintroduire dans un milieu sauvage si c'était possible, s'il y avait plusieurs milliers d'hectares à notre disposition. Au-delà bien entendu de la conservation génétique, patrimoniale de ces animaux qui sont exceptionnels, j'ai personnellement un attachement tout à fait particulier avec eux, mais que ce soit d'ailleurs les chevaux ou d'autres espèces, personnellement je suis un inconditionnel de tout le vivant, et donc j'ai pas de, on va dire, de préférence pour les uns ou pour les autres. Je dirais que j'ai le même respect pour toutes les espèces. Alors bien évidemment, la question de la préservation des espaces naturels est compliquée à gérer par rapport à, on va dire, la conservation d'espèces comme les chevaux, les vaches ou les chèvres. Et aussi bien entendu de l'activité humaine. Donc on doit faire des choix qui sont finalement des choix pas toujours les meilleurs, mais on va dire les moins mauvais. Ici, au Pays Basque, on est donc dans une zone, on le sait, qui était recouverte de forêt auparavant. La forêt a été en grande partie coupée, éradiquée, et donc c'est la lande avec les broussailles qui ont pris le dessus. Pour se débarrasser de ces broussailles, il est d'usage malheureusement trop souvent d'utiliser le feu, donc qu'on appelle écobuage. Et donc ces écobuages sur le coup donnent l'apparence d'avoir un milieu plus ouvert avec une repousse de l'herbe, mais les sols sont très pentus, donc avec le lessivage des pluies, la terre est emportée. L'acide phosphorique dégagé par le brûlis va favoriser la repousse excessive de la fougère qui est acidifiante, et en quelque sorte, à plus on brûle, plus on appauvrit et plus on détruit le milieu. Donc en fait, que faire? Alors, si effectivement on pouvait replanter des arbres et recréer de la forêt, ce serait formidable, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il n'y ait plus d'animaux pour brouter, et surtout qu'il n'y ait plus d'humains pour allumer le feu. C'est surtout ça le problème. Donc en fait, on essaie de trouver une solution intermédiaire par l'utilisation d'animaux rustiques primitifs, donc les potiocs originels bien sûr, mais aussi les chèvres des Pyrénées et les vaches primitives des Highlands qui piétinent les fougères. L'idée étant d'ouvrir au contraire le milieu plutôt que de le fermer pour éviter que les incendies et que les écobuages malheureusement détruisent cet environnement. On l'avait fait il y a de nombreuses années, ça avait bien fonctionné. Et dès lors que le feu ne pourra plus passer sur la réserve, à ce moment-là, on va pouvoir envisager de replanter des arbres que l'on va protéger, certainement avec des manchons, là où il y en a déjà ou là où il y en avait auparavant. Et on va pouvoir recréer un habitat semi-forestier par endroits qui sera protégé du feu grâce justement à ces herbivores. Donc on essaie de trouver une solution intermédiaire à la fois pour nourrir ces herbivores, mais en petite quantité, il n'y en a pas beaucoup, tout en conciliant le retour de la forêt qui permet aussi de maintenir les sols et de les enrichir.
Alors, l'association des trois espèces, ou quatre principales qu'on appelait les trois dents ou les quatre dents, c'est-à-dire chevaux, vaches, moutons, chèvres, permet donc une ouverture du milieu puisque ces animaux sont complémentaires. Donc les chevaux vont en particulier ouvrir des sentiers, on l'a vu sur la réserve, ils vont manger la petite herbe courte, rase, tendre, qui va être également consommée par les brebis. Ensuite, on va avoir les vaches, qui sont ici des vaches des Highlands d'Écosse très rustiques, qui en piétinant les fougères vont les casser, vont les empêcher de pousser et vont permettre à l'herbe de pousser. Ça, c'est très important. Et puis, les vaches Highland adultes ont des très grandes cornes et il faut savoir qu'elles vont écorner les arbres pour manger les feuilles à peu près à 2 mètres de haut. Et donc, en écornant, pas en écornant, en cassant les branches à 2 mètres de haut, ces vaches vont aussi permettre, en cas d'incendie, que les arbres ne brûlent pas. C'est très important. Il y a aussi des arbres qui ne sont pas des arbres du tout indigènes ici, comme les pins et les mélèzes, qui avaient été plantés artificiellement il y a longtemps. Eh bien, ces pins et ces mélèzes, aujourd'hui, ont survécu grâce notamment à l'action des vaches. Et puis enfin, on va dire, ça c'est pas négligeable, ces vaches mangent aussi l'herbe dure ou les refus des chevaux. En mangeant l'herbe des chevaux, qui va donc être courte et rase à ce moment-là, elle sera possiblement consommée par les chevaux par la suite. Puis arrivent donc les chèvres, bien sûr, du Pays Basque ou des Pyrénées, qui sont avant tout consommatrices de ligneux. Elles adorent les ronces, elles adorent les ajoncs épineux, elles adorent aussi manger des feuilles, mais surtout ronces, ajoncs épineux. Et donc l'association de ces trois espèces et éventuellement de brebis un peu primitives qu'on voit de moins en moins ici, qui s'appelaient les chachis ardilla ou goritipia, les petites rouges ou celles qui aiment vivre dans les buissons, eh bien on a une action d'ouverture du milieu qui peut très rapidement, en quelques années, si la densité d'animaux et surtout la quantité d'individus est équilibrée, permettre d'éviter les écobuages et donc maintenir finalement ces zones plus ouvertes en herbe et du coup préserver les arbres. Alors ici au Pays Basque Nord, on sait bien qu'il y a un problème très important avec les potiocs en tout genre croisés qui ne sont pas protégés alors qu'ils le sont au Pays Basque Sud avec le Ponivasco potioca. C'est le même problème que nous rencontrons aussi avec la vache sauvage du Pays Basque qui est vraiment un animal exceptionnel. Il en reste 2 troupeaux, un autour du lac d'Ibardine, donc près de l'océan Atlantique, un autre vers le mont d'Arin, au-dessus d'Espelette et Issasou. Et malheureusement, ces animaux ne sont pas reconnus en France par le ministère de l'Agriculture. La race, entre guillemets, s'il y en a une, puisque ce n'est pas une race, c'est une population sauvage que l'homme s'est appropriée, ces Bétissou, Bétissoac ne sont pas reconnus par l'État français. Et donc, on ne peut pas les élever sur une réserve fermée, faute de quoi on devrait les déclarer, leur mettre des bagues, faire de la prophylaxie. Et à ce moment-là, on tombe dans l'élevage d'animaux domestiques. Et il y a un très gros risque pour que ceux qui sont à l'état sauvage, malheureusement, soient éliminés parce qu'ils auraient été déclarés. Donc pour éviter tout risque par rapport à ces populations sauvages qui sont en train de se maintenir miraculeusement contre vents et marées côté nord, côté français, eh bien on a opté pour la vache des Highlands qui est la cousine germaine et la plus proche parente de l'auroch, qui peut vivre dans les mêmes conditions, puisque là on privilégie avant tout l'écrasement des fougères et l'ouverture du milieu. Mais il est évident que si on avait pu récupérer un groupe de cette fameuse Bétissou ici pour avoir éventuellement un sang différent que les 2 troupeaux qui existent et ensuite pouvoir donner des taureaux sur les massifs afin d'éviter la consanguinité, eh bien on l'aurait fait avec grand plaisir. Rien ne dit que dans l'avenir ça ne se fasse pas, puisque côté sud, côté espagnol, il y a de belles réserves pour cette vache et donc peut-être qu'un jour, côté nord, on aura les mêmes, on va dire les mêmes qualités environnementales que l'on peut rencontrer côté espagnol. Pour l'instant, on en est loin, mais rien n'est fermé. Nous avons repris la réserve depuis 2 ans, donc on est en train de redémarrer l'ouverture des milieux, l'implantation des différentes espèces. On a déjà vu une action déjà très notoire sur l'environnement et très positive. Et donc on envisage maintenant de passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire replanter des arbres, replanter des essences variées, notamment sur les crêtes où il y avait avant certainement des hêtres, mais dans les pentes où il y en a encore, des chênes, des châtaigniers,
des noisetiers, des bouleaux, et essayer de retrouver ici sur la réserve les essences qui étaient beaucoup plus importantes autrefois au Pays Basque. Donc ça, c'est les projets à court terme, mais évidemment c'est aussi un projet à long terme, puisqu'on sait que les arbres, eh bien, il leur faut du temps par rapport à l'humain pour vivre, et pour pousser et pour se développer. Ça, c'est un projet intéressant sur effectivement une vingtaine d'années. Et ensuite, on va dire, projet à plus long terme, c'est de convaincre par l'expérience qui est faite ici, qui avait été menée déjà il y a 20 ans avec succès, de convaincre peut-être d'autres propriétaires privés ou pourquoi pas des municipalités d'utiliser cette expérience pour eux-mêmes la répéter ou l'améliorer ailleurs, et faire en sorte que, eh bien, sur la totalité de ces territoires très appauvris aujourd'hui, on puisse retrouver une biodiversité, une richesse qui ne demande qu'à s'exprimer.